Madame Soubès-Verger, merci pour votre conférence qui était passionnante à un moment d'un tournant historique dans les relations internationales. Il semble que l'on perçoit une certaine redistribution des cartes, une certaine entente économique et idéologique entre Russes et Chinois d'un côté, Européens et Américains de l'autre. Au niveau du spatial, voit-on aussi un schisme aussi clair entre un Est et un Ouest renouvelé? Oui. Je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser aujourd'hui de la réorganisation des intérêts finalement dans l'espace comme illustration un petit peu de ce qui se passe sur Terre. Et là, on voit très clairement ce basculement de la Russie qui a, dans le domaine en particulier de l'espace habité, été longtemps le partenaire principal des États-Unis dans la Station spatiale internationale et qui aujourd'hui conçoit ses projets d'exploration et d'espace habité, soit de façon autonome, puisqu'ils avaient annoncé une station spatiale russe, soit en coopération étroite avec la Chine, en annonçant bien et du côté chinois et du côté russe qu'il s'agissait de poser une alternative au bloc américain et à ses alliés occidentaux. On le retrouve aussi dans les affichages par la Chine d'une ouverture que la Chine dit internationale dans l'usage de sa station. Et c'est particulièrement une pierre dans la mare concernant les États-Unis, puisque la Chine a toujours été interdite de participer, ne serait-ce que d'être invitée à bord de la Station spatiale internationale. Donc la Chine dit, nous, de notre côté, nous serons largement ouverts en coopération internationale à tous. Alors après, et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand même cette coopération à une époque de la Russie et des États-Unis, elle était très largement liée à une conjoncture particulière qui était l'explosion de la dissolution de l'Union soviétique et la volonté des États-Unis de stabiliser le secteur spatial russe et de le préserver dans les domaines qui étaient les moins stratégiques et qui portaient le moins atteinte à la sécurité. Or, l'espace habité, qui était déjà une composante forte du spatial russe que n'avait pas le spatial américain pour des choix politiques différents, représentait une excellente opportunité. Ça permettait de sauver les grosses entreprises du spatial russe travaillant sur l'habité et de permettre aux États-Unis d'avoir finalement une station dans laquelle la Russie, malgré tout, se rangeait un petit peu sous l'influence américaine, puisque les financements de la Station spatiale internationale étaient bien évidemment principalement des financements américains. Ça avait à l'époque un peu gêné, je dirais, les Japonais et les Européens, et les Canadiens, qui du coup se retrouvaient en partenaires mineurs par rapport à la Russie. Donc il y a à la fois eu cet effet de circonstance, mais qui correspondait à la fin de la guerre froide, effectivement, et puis aujourd'hui, ce durcissement qu'on voit avec la volonté dans tous les domaines de la Chine et de la Russie d'apparaître comme une autre manière de percevoir le monde du XXIe siècle et d'être présent dans le monde du XXIe siècle. La question sous-jacente, c'est pour des États comme par exemple l'Inde, grande puissance spatiale, finalement, comment continuer à jouer sa carte de non-aligné. Et il faut bien voir que dans le spatial, beaucoup de pays ont choisi de faire des coopérations qui n'étaient pas axées sur des priorités politiques. J'évoquais pendant la conférence la Corée du Sud qui a développé son lanceur avec la Russie, par exemple. Mais on a d'autres exemples comme ça. On a l'exemple du premier satellite d'observation de la Terre fait en coopération entre le Brésil et la Chine. Donc, si vous voulez, il y a dans le spatial des reconfigurations qui peuvent être liées soit à d'autres secteurs où il y a déjà des coopérations qui se mettent en place, soit au contraire à des volontés d'ouvrir des opportunités différentes. Alors au niveau régional, c'est évident, la Chine le fait beaucoup, ou au niveau international, quand l'État en question estime que ça va aussi crédibiliser sa présence internationale. Rebonsoir Madame Soubès-Verger. Alors j'aimerais poursuivre nos réflexions sur cette reconfiguration de nos partenariats stratégiques à l'échelle internationale, et en particulier parce que des suites des sanctions européennes contre la Russie, la société russe Roscosmos a suspendu sa coopération avec ses partenaires européens. Alors sur le court terme, cela retarde entre autres l'envoi du satellite espion français CS-03.
Mais sur le long terme, quelles seraient les conséquences pour les pays européens et en particulier la France de se passer de l'expertise des scientifiques et ingénieurs russes dans le domaine spatial? Oui. Alors c'est une question compliquée. Il y a déjà eu, elle marche dans les deux sens. Les premières sanctions qui ont été prises après l'annexion de la Crimée en 2014 ont été des sanctions extrêmement importantes qui ont pénalisé fortement le secteur spatial russe, puisque un certain nombre de composants n'ont plus été livrés et que ces composants étaient désormais partie prenante des lanceurs que la Russie ouvrait en sous-traitance internationale, lanceur Proton et le lanceur Soyouz. Donc ça, c'était le premier volet. Là, le deuxième volet, je dirais qu'en quelque sorte, Roscosmos a pris les devants et a choisi de dire qu'elle quittait Kourou et qu'elle rapatriait son personnel avant même que l'effet des sanctions se fasse sentir. Alors pour les Européens, le Soyouz à Kourou, c'était une période de transition. C'était un lanceur qui finalement venait compléter ce qui existait avec Ariane 5, puisque c'était un lanceur de moindre puissance et en plus un lanceur peu coûteux et efficace. Il était de toute façon prévu qu'avec la mise en service d'Ariane 6, qui doit arriver pendant l'année 2022, il n'y ait plus d'utilisation pérenne du Soyouz. Alors bien évidemment, s'il y avait des retards, et ça arrive souvent dans le monde de lancement sur Ariane 6, le Soyouz permettait de passer en douceur. Et bon, alors ça va plus être possible, clairement. Donc vous l'avez dit, ça veut dire des retards, ça veut dire des retards immédiats sur CSO. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas lancer ces satellites. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Il faut bien voir que dans le monde du spatial, un lanceur, c'est pas un engin polyvalent. Moi, j'étais très surprise une fois de découvrir lors d'une conversation qu'en fait, il y avait différents types d'Ariane 5 et que tel type d'Ariane 5, elle allait être plutôt vendue à tel prestataire parce qu'il avait tel type de satellite, etc., etc. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose qui reste très artisanal. La fabrication en série des lanceurs, c'est une originalité de SpaceX ou de l'Union soviétique il y a bien longtemps. Donc, effectivement, ça va engendrer des retards. Il va falloir adapter le satellite à son nouveau lanceur. Il va falloir trouver des créneaux de tir qui correspondent. Pour ce qui est de l'expertise des scientifiques et des ingénieurs russes, je dirais quand même aujourd'hui, les programmes européens sont autonomes. Mais par exemple, je l'évoquais, si on prend le lanceur Vega, ça va être compliqué pour les Italiens qui utilisaient, et ça paraissait parfaitement cohérent, des réservoirs, par exemple, qui étaient ukrainiens et russes, enfin, réservoirs et moteurs ukrainiens et russes. De la même façon, OneWeb, qui est cette société privée qui développe des constellations de satellites de télécom, a l'originalité, enfin, oui, parce que c'est récent dans l'activité spatiale, je dirais, d'avoir un moteur électrique qui lui permet de terminer sa mise à poste. Ce moteur électrique, il est fabriqué par Fakel en Russie. Donc là, typiquement, on va avoir effectivement un effet de sanction qui va à la fois représenter pour Fakel une difficulté énorme, parce que les entreprises russes vivent beaucoup des commandes qu'elles ont occidentales, et qui pour nous va supposer de trouver un système de remplacement, ce qui va inévitablement prendre du temps. Alors il y a toujours un peu, je dirais, des matériels d'avance. Donc, par exemple, OneWeb doit être lancé de Baïkonour au mois de mars. Il va être lancé parce que tout est déjà sur place, c'est-à-dire que le lanceur est là-bas, les satellites sont dans la coiffe, etc., etc. Mais dans des délais un petit peu plus longs, oui, ça va être compliqué. Ça ne va pas être dramatique, mais ça va représenter un handicap. Merci beaucoup.